Ni droite, ni gauche. Il veut croire qu'à Nantes, il y a encore de la place pour le en même temps, même si il n'est plus macroniste. Mon invité dans Trajectoire aujourd'hui est candidat au municipal, car pour lui, Nantes mérite mieux. Toute ma vie, on a essayé de me mettre des étiquettes sur la gueule. Pardon de le dire comme ça, mais c'est comme ça que je le vis. Je suis pas dans un rapport de violence en politique. Je viens pas à cette élection pour régler des comptes. Je suis là pour offrir le choix aux Nantais. Mounir Bellamiti, il doit pas porter un costume. Ça veut dire quoi? Je dois venir en jogging? C'est quoi le délire en fait? Bonjour Mounir Bellamiti. Bonjour Madame Charbonneau. Merci d'avoir accepté notre invitation donc, dans cette émission de Trajectoire. On a l'impression que vous êtes un peu un électron libre dans cette campagne des municipales à Nantes. Il n'y a pas de parti qui vous soutient, vous n'avez pas de colistier franchement identifié dans des partis. Certains oui, mais beaucoup viennent de la société civile, de différents horizons, sans jeu de mots philippistes entre guillemets. J'ai envie de vous dire, si vous êtes aujourd'hui face à un électeur nantais, comment est-ce que, qui vous demanderait qui vous êtes politiquement, comment est-ce que vous vous définiriez? Électron, je ne sais pas. Libre, certainement. Comment je me définis? Je me définis comme un Nantais, engagé pour ma ville, avec de l'expérience, avec aussi la connaissance de ce que peuvent produire parfois les partis politiques traditionnels dans ces logiques d'affrontement qui nuisent et au débat démocratique et parfois à l'intérêt du quotidien des gens. Mais ça ne permet pas de vous situer politiquement. Je me situe au centre. Ma liste est centriste, ouverte et profondément citoyenne. Et elle est constituée d'hommes et de femmes qui ont adhéré ou qui sont encore adhérents à des partis politiques, mais qui sont d'abord engagés sur un projet, sur une certaine idée de la politique locale et qui se rassemblent sur des valeurs. Voilà, donc... Alors, on va en pluriel, on s'engage sur cette municipale avec sérénité, avec une forme de bienveillance aussi dans le débat public, puisqu'on n'est pas candidat contre quelqu'un, on est là sur une logique de proposition, on veut que les Nantais aient le choix. Alors, on va revenir bien sûr sur cet engagement qui est le vôtre aujourd'hui dans cette campagne des municipales à Nantes, mais d'abord on va faire un petit retour en arrière. Vous avez 41 ans, 40. Vous êtes 40, bientôt 41, pendant la campagne, au premier tour, j'aurai 41. Au premier tour, vous aurez 41. Vous êtes nantais, vous avez grandi où à Nantes? Alors je suis né à Bellevue, et j'ai grandi à Nantes-Nord, dans le quartier de Nantes-Nord, qui est un grand et beau quartier, qui est le quartier le plus vert de la ville. Alors, ça se sait pas beaucoup. Où ça, à Nantes-Nord? Parce que quand on habite à Bout-des-Landes ou à côté du Pont-des-Sens, c'est pas tout à fait la même chose. Bout-des-Pavés, le quartier où j'ai grandi. J'étais à l'école Paul Gauguin, qui avant s'appelait l'école du Bout-des-Pavés. J'ai ensuite été au collège Stendhal, qui est un collège qui est le collège du quartier, le collège de secteur, qui est un collège en REP. Et puis j'étais au lycée Monge, au lycée Gaspard Monge, qui est à la Boissière, qui s'appelle aussi la Chauvinière pour sa partie professionnelle. Vous viviez en appartement, en maison, dans ce quartier? Alors, j'ai d'abord vécu en appartement à Bellevue, puis en maison à Nantes-Nord. Ouais. Vous êtes né à Nantes? Oui. Vos parents aussi? Non, mes parents sont nés en Algérie. L'un et l'autre? L'un et l'autre, exactement. Et vous en parlez de ces racines, de leurs racines, j'imagine, très souvent? Bien sûr, l'attachement à la Méditerranée est total dans la famille. On a encore un peu de famille là-bas, et donc ça m'arrive aussi d'y aller de temps en temps. Donc vous vous sentez 100% nantais, ou il y a aussi cette dimension de votre famille qui est très présente? Moi, je me sens pleinement nantais. J'ai grandi, je suis né à Nantes, j'ai fait des études en partie à Angers, j'ai beaucoup travaillé à l'international à Paris, à Marseille. J'y travaille d'ailleurs toujours encore en partie à Paris, mais tout me ramène à chaque fois à Nantes. Et vous continuez à y vivre d'ailleurs à Nantes. J'ai un attachement, oui, et puis j'ai un attachement à Nantes qui est viscéral. Et pas seulement par le club de foot, mais aussi par des lieux, des souvenirs, des odeurs, des couleurs, c'est votre vibrations ville. À Nantes. C'est chez vous. Oui, et puis moi je crois vraiment que même si les Nantais et les Nantaises s'exportent très bien au monde, dans le monde, je crois qu'il y a toujours une phase dans notre vie où on revient à Nantes. Toujours. Tout nous ramène à Nantes, c'est ce que vous semblez dire. Je me permets de vous raconter une anecdote. Un jour, j'étais en Croatie, sous une pluie battante, un peu comme aujourd'hui. Et j'attendais le bateau à Zadar, donc une ville portuaire, pour aller en Italie. J'étais avec un ami, on était jeunes, on devait avoir 19-20 ans. Et on se pose dans un bar pour prendre un verre, et on entend parler français. Et de manière assez indiscrète, on se rapproche et on demande aux Français qui étaient là d'où ils venaient. Et c'était des Nantais. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie
de voyager et de croiser des Nantais et d'avoir là une forme de fraternité encore plus importante que quand on croise d'autres Français. Et je crois que les Nantais ont cette faculté précisément à aller conquérir le monde. Mais d'y revenir. Et d'y revenir. Mais d'y revenir. On va revenir à votre famille. Vous parliez politique dans votre famille. Votre maman est assistante, je ne sais pas si elle est à la retraite aujourd'hui, assistante maternelle. Elle est à la retraite dans quelques semaines, oui, tout à fait. Et votre papa est comptable. Exactement. Vous avez 2 sœurs. Ça parlait politique autour de la table à Oui, manger ? dans la famille élargie, on a une famille qui a toujours été militante. En plus, dans les années 90, à l'international, il se passait énormément de choses, notamment en Algérie. Donc ça a beaucoup percuté les différentes familles d'origine algérienne partout dans le monde, et notamment en France. Donc oui, on débattait beaucoup de politique. Je me rappelle des élections présidentielles en 95. Chirac contre Jospin, ça avait là aussi suscité beaucoup de débats. 2002 a été un choc aussi pour nous, pour moi précisément. C'était vraiment le moment où j'ai décidé de... Mais est-ce que vous diriez que c'est en famille que c'est créer votre culture politique, oui, que vous vous êtes dit un jour, pourquoi pas moi, me présenter? Ce pourquoi pas moi, il est né surtout de mon engagement associatif et de mes engagements extrafamiliaux. C'est quand je me suis frotté à la réalité du monde politico-associatif nantais que je me suis dit... bah oui, pourquoi pas y aller et porter nous-mêmes ces combats. En tant qu'acteur associatif, on a souvent à solliciter des politiques pour porter des dossiers, des sujets, des combats. Et parfois, bon, ça avance pas forcément comme on le souhaite. Et donc, on est effectivement, quand on est jeune, et ça a été mon cas, tenté de se dire, en fait, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. Allons se frotter au scrutin et au suffrage pour voir si finalement on ne serait pas en capacité, nous, de faire mieux. Mais pourtant, vous avez attendu 2017. Oui, en suppléant. Pour entrer, 2014 en tout cas pour les municipales. 2017, oui. On en parlera tout à l'heure. Ça veut dire que vous n'avez pas été un jeune élu. Vous avez eu une vie avant de vouloir être politique. Avant d'entrer, ce que je dis souvent aux gens qui me demandent comment vous avez fait ou comment tu as fait pour arriver là où tu es en politique. On croit que c'est par un claquement de doigts ou c'est parce que... Non, c'est un cheminement, c'est une trajectoire. Voilà, c'est une trajectoire, c'est un long cheminement, c'est beaucoup de réunions, beaucoup de temps passé à interpeller d'autres élus, à se faire connaître, à se faire une légitimité, à se bâtir aussi des convictions, à se forger des convictions. Et ça prend du temps. Et après mes engagements associatifs, oui, j'ai eu quelques années où j'étais un satellite des mouvements politiques nantais. Alors lesquels, j'ai envie de vous dire, parce que Mounir Bellamiti, quand je disais en tout début de trajectoire là, que vous êtes un électron libre, c'est aussi parce qu'on a un peu du mal à suivre votre parcours. Si je le rappelle rapidement, vous étiez proche des écologistes en 2014, vous êtes d'ailleurs élu sur la liste Johanna Rolland lorsqu'elle fusionne avec les Verts au 2e tour. En 2020, vous suivez cette fois les macronistes. Vous n'êtes pas si facile que ça à suivre, sachant qu'on en parlera tout à l'heure. Vous avez depuis quitté Renaissance. Oui, bien sûr. Et je reviens à ma question de début. Où sont vos troupes et qui êtes-vous vraiment, Mounir Bellamiti, sur l'échiquier politique? C'est pas forcément très rassurant pour des électeurs. Non, on a vu qu'il y a eu du ni droite ni gauche, ça n'a pas forcément marché. Toute ma vie, on a essayé de me mettre des étiquettes sur la gueule. Pardon de le dire comme ça, mais c'est comme ça que je le vis. Et précisément, j'ai toujours essayé de faire en sorte de ne pas rentrer dans des cases. Pourquoi ? Parce que je considère que on appartient à personne, à aucune organisation, aucun mouvement, aucun clan, et que l'honnêteté intellectuelle qui doit nous guider doit nous amener, y compris, et je vous le dis, j'en ai souffert moi quand j'étais parlementaire, finalement de ce carcan partisan et de le fait d'appartenir à un camp qui lutte contre un autre. Et je crois que la France en souffre, clairement, et Nantes en souffre aussi. Et donc, on a l'occasion, sur certains scrutins, et c'est le cas au municipal, de prendre le luxe, si je puis dire, d'aller à l'élection un peu comme on est. Et pourquoi on a ce luxe ? Parce que la municipale, précisément, elle permet d'avoir une majorité pour agir. La personne qui gagne l'élection municipale est maire et a au moins la moitié des élus au conseil municipal. Donc on n'est pas du tout comme dans une législative où il peut y avoir des majorités relatives, voire pas de majorité du tout, comme c'est le cas aujourd'hui. Et donc prenons ce temps du débat, prenons ce temps de s'affranchir des carcans partisans pour proposer des réponses concrètes au quotidien des Nantais. Sauf que pour avoir les manettes, Mounir Bellamiti, il faut être
élu maire, Exactement. ce qui sincèrement est assez peu probable en ce qui vous concerne. Je pense que vous pouvez le reconnaître. Les décideront. Le 22 mars, vous avez refusé par exemple de rejoindre la liste de la droite et du centre, celle de Foulques-Chambard-Neulove. Pourquoi ? Parce que vous avez plutôt fréquenté des LR, enfin vous avez pu être proche au sein du conseil municipal sortant où vous étiez élu d'opposition. Il y a des LR fréquentables et d'autres pas ? Oui, alors c'est pas une question de fréquentabilité, c'est une question de partager certaines valeurs, certaines... je le disais tout à l'heure, une certaine idée de la chose politique, un certain respect de la joute et de ce que ça doit impliquer comme retenue aussi. Et vous trouvez que Foulques-Chambard-Neulove, il n'est pas respectueux ? Moi, je pense que parfois il a des écarts qui nuisent à l'exemplarité que nous devons à nos concitoyens. Donc pour vous, il n'était pas question d'être sur une liste comme la sienne. Encore une fois, je n'appartiens pas au mouvement qu'il représente. C'est le candidat de Bruno Retailleau, avec tout le respect que j'ai pour eux. Il a le droit d'être candidat, il a gagné sa primaire, mais ça ne m'oblige en rien. D'accord, Mounir Belabiti, mais excusez-moi de vous interrompre, mais vous étiez quand même au témoin d'un doute il y a quelques semaines encore, responsable dans la Loire-Atlantique du Parti Renaissance, qui du coup vous a fait démissionner, ou vous dites, moi je me suis barré de ce mouvement il y a quelques jours, quand finalement vous avez choisi de ne pas suivre Foulques-Chambard-Neulove. Enfin, tout ça donne l'impression quand même d'une instabilité politique de votre part qui n'est pas facile à suivre. J'y reviens toujours. Comment suivre votre parcours et comment à un électeur dire, voilà ce pourquoi je me bats, quand autour de soi on a peu de troupes? Alors les troupes, on les a. On dévoilera la liste dans quelques jours et je pense qu'au moment de la diffusion de cette vidéo, de cet entretien, la liste sera dévoilée. Qui suis-je ? La réalité, c'est que j'ai toujours rejoint des dynamiques d'élargissement et de rassemblement. Quand je suis candidat en 2014 avec Pascal Chiron, avec la liste écologiste et citoyenne, on a un rassemblement qui va globalement de la gauche radicale jusqu'au MoDem de l'époque, sur une ligne de clivage fort sur des grands projets du territoire et le fait de porter une proposition citoyenne. On va pas revenir sur tout. Non, mais je vous explique, c'est important. C'est important. Élection par élection. Mais c'est changer de crèmerie, entre guillemets, qui, vous savez, est perturbant pour un certain nombre d'électeurs quand même. Mais peut-être, mais vous savez, d'abord, les électeurs changent aussi de crèmerie. Et puis, je crois qu'on crève en France, et à Nantes en particulier, des positions dogmatiques. Et du fait que, alors que la société évolue, alors que la vie des gens évolue, alors que le quotidien des gens évolue, on reste campé sur des positions dogmatiques et idéologiques partisanes. Parce qu'on a toujours défendu ça, il faudrait qu'on reste là-dessus. Alors, j'ai envie de vous montrer ma conception de la vie politique. La photo de quelqu'un que vous connaissez bien. C'est François de Rugy. Ça a été quelque part votre mentor en politique. Vous étiez son suppléant en 2017. Vous avez d'ailleurs été député quand lui a été nommé ministre de la Transition écologique. Il a commencé à Europe Écologie Les Verts. Il est ensuite adjoint de Jean-Marc Ayrault, le socialiste, macroniste. Aujourd'hui, il soutient Christelle Morancé à la région et Foulques-Chambard-Neulove. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce parcours ? Est-ce que ça vous choque ? Non, parce que c'est quelqu'un que je connais bien, c'est un ami, et on discute toujours, encore aujourd'hui, et on partage certes certains constats, certains diagnostics, mais pas forcément toutes les solutions. Et là, il a les choix qui lui appartiennent. Moi, je respecte ses orientations. Mais ça ne vous dérange pas de savoir qu'il était au meeting de Foulques-Chambard-Neulove sur la scène ? Ça lui appartient, il a le droit de soutenir. Donc ça ne vous dérange pas ? Non, parce que, encore une fois, moi, je respecte toutes les initiatives et toutes les candidatures. J'ai pas d'animosité, je viens pas à cette élection pour régler des comptes. Je suis là pour offrir le choix aux Nantais. Je suis là pour que les gens puissent s'affranchir d'un affrontement de bloc contre bloc qui pourrira le débat démocratique au municipal. Alors, si on essaie de vous situer politiquement, j'aimerais qu'on revienne sur des élections. Vous avez parlé de 2002 tout à l'heure. Oui. Vous avez voté pour qui en 2002 ? J'ai pas voté, je pouvais pas voter. Vous étiez trop jeune. J'avais 17 ans. Vous auriez voté... j'aurais voté Chirac sans hésiter. Évidemment, j'imagine. Alors, une autre question. En 2012, vous avez voté pour qui ? Pour Nicolas Sarkozy ou François Hollande ? En 2012, j'ai voté Hollande. Vous avez voté Hollande. J'avais soutenu d'ailleurs Arnaud Montebourg à la primaire socialiste. Donc à l'époque, vous étiez plutôt proche des socialistes. Plutôt proche des socialistes à l'époque, oui, tout à fait. D'accord. Ouais. En 2026, imaginons un second tour. Édouard Philippe, Raphaël Glucksmann. En 2027, vous voulez dire ? 2027, pardon. Je suis encore dans les municipales. En 2027, pardon.
Franchement, j'en sais rien. Je veux pas te faire de politique fiction. Moi, Non, mais vous êtes plus proche de qui? C'est-à-dire, si vous aviez ce choix à faire. Je trouve que les positions d'Édouard Philippe récentes, qui, je le sais, dans la course à la présidentielle, font qu'ils pensent courir derrière un électorat comme si on courait derrière la poule aux auteurs, notamment sur ce qu'il a dit sur la colonisation, me pose moi problème. Dire que Glucksmann est un candidat auquel je crois. Donc vous seriez bien embêté si vous aviez... Oui, je serais bien embêté. Après, encore une fois, je ne crois pas du tout à ce scénario. Et puis, c'est loin. 2027, c'est loin. Et moi, ce qui m'apporte, c'est Nantes. Quand je parle d'Édouard Philippe, par exemple, on sait qu'un de ses hobbies, c'est la boxe. Oui. Je crois que ça a été l'un de vos hobbies également dans votre jeunesse. Vous étiez au Nantes Nord Boxing Club. Vous enfilez encore les gants? Non, c'est très rare, c'est très rare. Je joue plus aux échecs que je n'enfile. Ah oui, c'est pas la même chose. Mais pour la petite anecdote, j'avais proposé, à l'époque, il était Premier ministre, à Édouard Philippe, de faire quelques rounds. Mais bon, ça n'a jamais pu... Donc vous n'en faites plus jamais? Non, ça m'arrive rarement parce que ça nécessite quand même une préparation physique. Et j'ai pas beaucoup de temps, malheureusement, pour en faire. Mais et quand de temps en temps... dès que je peux, j'en fais. Ouais. Et vous pensez à qui quand vous tapez dans le sac? Je pense à personne. Je pense à ma technique, je pense à mon intensité. Vous pensez à personne? Parfois, ça vous défoule pas? Je pense à personne, non, parce que je suis pas dans un rapport de violence en politique. Et ce que je disais tout à l'heure, quand vous m'interrogez sur le candidat de LR, quand on arrive à ce point-là de conflictualité dans le débat, c'est qu'à un moment donné, il faut arrêter. C'est que quand on en est à haïr les gens, à c'est fort le mot que vous employez, haïr. Il y en a qui haïssent. Oui, je pense. Qui haïssent Johanna Rolland, par exemple. Je pense qu'on est arrivé à une situation de haine contre la personne, alors que le sujet, c'est les politiques publiques. Le sujet, c'est comment on améliore le quotidien des gens. Et ça, pour vous, ça... Et je crois que c'est vraiment ça. À ce moment-là, il faut arrêter. Et de se dire qu'on pourrait avoir envie d'en venir aux mains en politique, c'est la fin. C'est la fin de la démocratie. On est dans autre chose. Et moi, je m'astreins, et c'est ce qui est difficile. Il n'y a rien de plus facile que d'être violent et de taper. Il n'y a rien de plus facile que ça. S'astreindre à une forme de respect de son opposant, c'est ce qui fait la beauté de notre démocratie. Et qu'il faut conserver encore dans notre époque, bien sûr, très conflictuelle. Vous parlez des échecs, la stratégie, tout ça, ça vous parle aussi, cette réflexion à long terme, c'est quelque chose qui est dans votre ADN. Vous parlez des échecs, vous parlez de la boxe. J'imagine que vous avez besoin de moments de décompression parce que vous n'êtes plus aujourd'hui député. Vous avez été battu en 2024 lors de la dissolution. Vous êtes donc revenu dans la vie active. Vous êtes directeur de la stratégie numérique de SNCF Solutions. Est-ce que vous diriez quel est le monde le plus dur, celui de la politique ou celui de l'entreprise? Le monde politique est difficile, mais il y a toujours un juge de paix qui est l'élection. Et c'est ce qui fait aussi la beauté de cette difficulté et de ces moments intenses qu'on vit en politique. In fine, il y a une remise à zéro des compteurs. En entreprise, et notamment dans les grands groupes, parfois, c'est aussi compliqué. Je pense que vous en savez quelque chose aussi. Il y a des jeux de pouvoir, des mécanismes d'influence qui entrent en jeu. Et on n'a pas toujours ce juge de paix, en tout cas pas au moment forcément où on en a besoin. Donc ça peut être compliqué. Après... C'est le cas de la SNCF, par exemple? Non, moi je suis moins concerné. Je suis dans une boîte profondément citoyenne, avec un volet social remarquable. J'ai pas de problème dans mon entreprise. Un groupe merveilleux. On a la chance en France d'avoir cette pépite. Vous travaillez pour un secteur très particulier, celui du numérique et de l'intelligence artificielle. C'est de votre faute si les trains arrivent en retard déjà ou... Non, c'est de la faute. D'abord, c'est de la faute à pas de chance souvent, puis c'est de la faute à des perturbations extérieures. Il y a toujours de quoi améliorer les choses. Et c'est ce à quoi vous contribuez à travers des outils extrêmement innovants aujourd'hui. Le concours à faciliter la vie d'agents dans leur quotidien professionnel, de faciliter les tâches parfois. C'est quoi exactement votre travail? Parce qu'on dit numérique et IA dans la SNCF. En deux mots, sans rentrer dans trop le détail. Mon job, c'est de donner des outils numériques aux cheminots pour les aider à mieux faire les tâches du quotidien. Et ils s'en emparent? Bien sûr. On est une boîte qui est reconnue sur
sur ce plan-là, sur ce volet-là. Donc, ce n'est pas pour les clients, c'est pour les cheminots, votre travail. Oui, moi, je suis plutôt orienté cheminot. Et vous, évidemment, ça a une influence sur l'expérience des clients, des voyageurs à bord des trains. Au final, vous, est-ce que vous diriez que vous êtes un geek ? Ah, je l'ai été, oui, je l'ai été. Je le suis Vous êtes peut-être moins. Je le suis encore un petit peu, mais beaucoup moins que des jeunes collègues et amis que je peux avoir. Vous n'avez pas trop le look, hein ? Non, mais encore une fois, les étiquettes, vous voyez, j'ai été dans un secteur professionnel où j'avais pas forcément la gueule de l'emploi. J'ai été en politique où on a essayé de me mettre dans des cases où j'étais pas forcément. Voilà, une anecdote, là, quand j'arrive à la photo en 2014 pour la liste écologiste et citoyenne, je viens en costume. Et on me dit, mais va te changer. Pourquoi tu viens en costume ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'un écolo, un candidat sur une liste Mounir Bellamiti, écologiste, il ne doit pas porter un costume. Ça veut dire quoi ? Je dois venir en jogging ? C'est quoi le délire, en fait ? Oui, mais moi, je lutte contre ça. Cette assignation à résidence qui m'a aussi fait adopter et adhérer à un discours macroniste de 2017. de ni droite ni gauche, en fait, d'enlever les étiquettes. Ouais, d'arrêter de mettre des étiquettes sur les C'est gens. important ce que vous dites quand même, hein, sur l'étiquette, parce que je dois dire, Mounir Bellamiti, que je ne vous ai jamais vu ou croisé sans cravate, sans costume. Là, vous voyez ? Mais pourquoi ? Enfin, ça pose question quand même. On voit un certain nombre de personnels politiques qui parfois peuvent se lâcher. Vous vous lâchez jamais. Si, vous êtes en costume cravate chez vous le week-end. Suffisamment croisé. Peut-être, mais quand même. Suffisamment croisé. En plus, c'est pas vrai. Je pense qu'on s'est croisés. Au rendez-vous de l'Erdre ou un événement. Je n'ai pas souvenir de vous voir en dehors de ce costume. Mais je pense aussi, vous savez, qu'on ne me reconnaît pas forcément quand je suis en civil entre guillemets. Parce qu'on a l'habitude de voir l'homme politique. Mais vous vous lâchez parfois. Évidemment, parfois même un peu trop. Mais je crois qu'on doit aussi, et j'ai été à l'Assemblée nationale dans des moments houleux, où, y compris jusqu'à la tenue vestimentaire, il y avait une forme de rébellion de certains députés par rapport au cadre, aux règles, à l'ordre. Et moi, je suis attaché à ça. Je suis attaché à ce qu'on respecte certains codes. Et c'est aussi ce qu'on doit à nos concitoyens. On représente celles et ceux qui nous ont élus. On a aussi l'image de la France, en tout cas une partie de l'image de la France. Que vous voulez représenter en tant qu'élu de la nation. Bien sûr, et donc on se doit d'avoir une certaine forme de tenue et de décence. Vous avez dit tout à l'heure, quand vous parliez de la tenue, pourquoi moi, Mounir Bellamiti, je viendrais en jogging et en basket. C'est plus dur de faire de la politique quand on s'appelle Mounir ? Alors oui et non. Ça peut l'être parce que... Et vous, journalistes, parfois, notamment au national, c'est moins vrai localement, et c'est tout à votre honneur, on m'a beaucoup appelé sur la loi immigration et très peu sur la loi sur le numérique, alors que c'est vice-président sur la commission en charge du dossier. Il y a une forme de réflexe où on se dit, immigration, on va demander à forcément quelque chose à dire. Vous aviez d'ailleurs publié une tribune exactement. dans l'opinion. C'était au moment de la discussion sur ce texte de loi, la loi immigration en 2023. Et le titre de votre tribune, c'était « Pas toi, pas ça. Pourquoi je soutiens le projet de loi sur l'immigration ?» Et on avait senti dans cette tribune que vous y mettiez vos tripes. Ça vous avait touché qu'on vous reproche d'une certaine façon à vous de voter cette loi ? Oui, parce qu'on était clairement dans de l'assignation à résidence, dans une forme d'essentialisation de ce que je peux être. C'est-à-dire de vous réduire à une seule dimension de votre identité, origines, celle de vous appeler Mounir Bellamiti ? Oui, parce que tu as ces origines-là, de fait, tu devrais avoir ce comportement-là. Clairement, contraire à la liberté au libre arbitre que moi je défends et à la conscience de ce qu'on peut porter chacun et chacune. Et au parcours de chacun. Dire ça, et ça m'a été dit notamment au conseil municipal, ça m'a été dit sur les réseaux sociaux, oui, ça m'a heurté. Alors après, ce qui est devenu la loi immigration, on peut en parler, c'est un autre sujet. Il y avait deux volets dans cette loi. Il y avait un volet régularisation des travailleurs sans papier et un volet répression des travailleurs, des étrangers en situation irrégulière. Et ça, vous êtes moins à l'aise ? Et en fait, on s'est fait avoir par Retailleau, clairement, je le dis, par la droite LR, qui a finalement conservé le volet répressif et pas du tout activé le volet de régularisation. Or, on était sur une position initialement équilibrée. Donc oui, on s'est fait avoir. Et moi-même, avec du recul, je me dis... en fait, cette loi, si j'avais su comment elle a été appliquée ensuite, je l'aurais probablement pas votée. En tout cas, je l'aurais probablement combattue dans son application ultérieure. Parce que vous dites aussi dans cette tribune,
donc que vous allez soutenir, que vous expliquez pourquoi vous avez choisi de voter pour cette loi immigration, tout en disant migrer est une dimension de la condition humaine. C'est ce qu'ont fait vos parents, ce que vous nous avez expliqué. Ils sont arrivés d'Algérie en France. Par exemple, au moment de la discussion autour de cette loi immigration, est-ce que ça a été un sujet qui s'est discuté en famille aussi? Oui, alors oui, après, c'est des dossiers qui sont compliqués. Les dossiers législatifs sont assez compliqués et... Oui, mais malgré tout, ça dénote oui, d'une symbolique au sein de votre non, mais propre famille, j'imagine. Ce qui touche dans la famille, je vais vous dire, c'est plutôt l'utilisation des difficultés que la France peut avoir avec l'Algérie dans son volet diplomatique et les mots que peuvent avoir certains responsables politiques nationaux sur ce que représentent les franco-algériens, les Algériens. Mais justement, en France. Quand il y a eu la crise avec l'Algérie... ça, c'est terrible. Alors, vous n'étiez plus élu député à ce moment-là, mais ça, c'est des questions qui vous ramènent à cette partie aussi de votre identité familiale. Oui, puis on est encore considérer que on a des problèmes en France parce qu'il y aurait une communauté algérienne qui poserait problème. C'est quelque chose qui est inacceptable, inentendable. Inentendable. Oui, des gens comme Bruno Retailleau se sont servis du dossier algérien pour faire leur beurre en politique, en croyant faire leur beurre en politique. Donc, ça, c'est proprement inacceptable. Et ça fait partie des lignes de fracture que je peux avoir avec cette famille politique-là. Même si tout à l'heure, vous disiez que j'avais pu discuter. Oui, sur des dossiers, on peut discuter. Mais quand il y a des lignes rouges qui sont franchies, même si parfois il y a des réalités diplomatiques ou sécuritaires qui sont réelles, en tout cas, réglons les problèmes dans leur réalité sans en faire des caricatures et des totems qui desservent la cohésion nationale. Je comprends que vous ne voterez pas Bruno Retailleau à la présidentielle en 2027. Vous vivez toujours à Nantes, je l'ai dit. Vous vivez aujourd'hui dans quel quartier? Vous étiez à Nantes-Nord? C'est Nantes-Nord, mon quartier, mais je vis aussi quand je suis en mission à Paris, ce qui m'arrive quasiment toutes les semaines. Et à Nantes, vous vivez où? C'est le quartier de la Genelière, mon quartier. Donc, très beau quartier. À Nantes-Nord, j'ai occupé plusieurs micro-quartiers. Donc, le Bout des Pavés, le quartier de la Petite Sensive, et puis maintenant la Genelière. Avec vos enfants, partie du parcours qui résidentiel. sont jeunes, qui ont 4 et 6 ans. 4 récemment, tout récemment, et 6 ans bientôt. Ouais. Et 6 ans bientôt. Si un jour ils vous disent « Papa, je veux faire de la politique », vous leur direz « Vas-y mon fils, vas-y ma fille ». Moi j'espère qu'à l'âge où ils seront en capacité de s'engager, on aura toujours cette beauté du débat démocratique en France. Je crois qu'on a notamment avec ce qui se passe à l'Assemblée nationale et au national, une image de la politique et des politiques qui est quand même entachée. Et j'espère que les choses reviendront à une forme de sérénité, une forme de respect. Est-ce que vous ne vous dites pas que vous y contribuez alors, je ne dis pas à la violence au bazar, vous utilisez le terme, à ce bazar, en vous présentant, vous, et en ne quittant pas la scène politique, comme l'a fait Julien Bainvel, par exemple, qui lui a été battu à la primaire LR, en disant « Je ne me reconnais dans aucune offre, je n'y vais pas ». Alors, Julien Bainvel n'a pas quitté la scène politique, il est toujours élu à la région. Oui, non, mais je parle de la scène politique municipale. Non, parce que j'ai créé un collectif citoyen qui s'appelle Nantes Mérite Mieux à l'automne 2025. Mérite mieux que quoi, d'ailleurs? Mérite mieux que la situation qu'on vit aujourd'hui, c'est-à-dire une forme de fatalisme sécuritaire sur la propreté, sur les mobilités, et puis mérite mieux qu'un affrontement de ces deux blocs. L'affrontement du bloc de gauche et du bloc de droite qui tend à se droitiser encore plus, qui en appelle maintenant à l'union des droites. Et oui, ça mérite mieux. Nantes mérite mieux que ça. Vous vous sentez plus proche de Jean Roland ou de Foulque Chambard-Deleuve? Ils sont proches des citoyens nantais. Non, ça c'est une phrase de grosse langue de bois. Vous avez à voter le 15 mars. Mais je ne peux pas vous dire que vous me demandez si je suis proche d'un de mes concurrents à l'élection. Je vous dis quoi? Alors au second tour, on verra ce que les Nantais auront décidé le 15 mars. Mais non, on est la 6e ville de France. On est une grande métropole, on a des atouts formidables. On ne peut pas se priver, et on a le luxe, et on doit garder cette ambition d'avoir un débat qui soit pluriel, qui soit nuancé, et qui soit, attaché à certaines valeurs, à une certaine forme d'exercice du débat démocratique. Et moi, c'est ce que j'apporte et ce que je souhaite apporter avec l'ensemble des colistiers et puis les membres de mon collectif qui m'ont rejoint depuis automne. Moi, franchement, ça a été une surprise, je vous le dis. J'y croyais moyennement. Je me suis dit, on va lancer un truc, on va voir. Donc, vous n'avez pas de souci à constituer votre liste? Non, aucun.
Il y a 69 personnes quand même. 71 même. 71, c'est pas mince. Hein, donc, c'est pas rien, mais on les a. Vous les avez. Ouais, on les vous avez paritaire, homme-femme. Paritaire, homme-femme, de 18 à 84 ans, de tous les quartiers, tous les horizons professionnels, tous les horizons partisans de la gauche à la droite. Franchement, c'est une richesse qu'on a à Nantes d'avoir ces engagements. C'est beau. Moi, je trouve que l'engagement politique, il est beau, il est noble. En tout cas, vous avez le sourire. Vous avez vraiment la banane quand vous parlez de politique, alors qu'aujourd'hui, vous êtes élu d'opposition. Vous ne serez peut-être pas réélu au sein du conseil municipal de Nantes. Ce sera la volonté des Nantais, dont acte. Moi, si je suis pas élu le 15 mars au soir, je ne vis pas de la politique, donc ça doit être un engagement. Oui, ça doit être un bel engagement. On ne s'engage pas pour souffrir ou pour amener. Donc le 16 mars, vous retournerez à plein temps à la SNCF. Alors d'abord, je suis à plein temps à la SNCF. Vous n'êtes pas en détachement, mais le 16 mars, je serai en campagne pour le deuxième tour. Pour terminer, Mounir Bellamiti, j'aimerais vous montrer la photo de quelqu'un et me dire ce que vous avez envie de lui dire. C'est vous. Ouais. J'ai envie de lui dire, lâche rien et sois comme tu es. Reste comme tu es. Lâche rien. Et je lâcherai rien. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation dans Trajectoire. Et vous, merci également de nous avoir suivis et regardés. Vous pouvez retrouver tous les autres numéros de Trajectoire sur notre chaîne YouTube.